Deuxième partie de ce Club Culture, nous accueillons à présent Colette et José Saudubois. Ce couple originaire de Mazé a passé près de 2 ans à l'étranger. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, comment vous est venue l'idée de partir? Alors, l'idée de partir, elle remonte bien loin, parce qu'on a toujours aimé le voyage. On a commencé, on avait 20 et quelques années, 20 ans. On a pris la dodoche qu'on avait à l'époque et on est parti un mois en Norvège, par exemple, en Autriche, enfin plein de pays, en France aussi. Et puis, toujours quand même assez, 1 mois, 2 mois, on essaye, voilà. Et puis, en 98, on s'est dit, on va partir avec les enfants, on a 2 garçons. Oui. Et donc, on est parti 1 an. Déjà. Voilà, on est parti en 98 pendant 1 an. Et puis, c'est là qu'au retour, il y a un déclic encore plus important qui s'est fait. On s'est dit, oh, on revient, mais on repartira. On a attendu que les enfants aient fini leurs études. Et là, on est repartis tous les 2. Voilà, en tête à tête. Voilà, et c'est là qu'on est parti. On s'est dit, bon, on prend 2 ans. On va prendre le temps avec nous et on prend 2 ans. Voilà. Alors, quels sont globalement les pays que vous avez traversés? Ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas allé en Australie ni aux États-Unis. Oui, nous avons donc préparé le voyage avec comme idée de finir en Inde. Nous sommes partis donc sans visa. Donc nous avons fait l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie, l'Albanie, la Grèce. Les Balkans aussi. Nous avons fait la Bulgarie, la Turquie, donc ensuite on est passé en Asie centrale, donc le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et il était prévu, comme nous sommes partis sans visa, il était prévu que nous demandions donc nos visas sur la route. Donc l'ensemble des visas, ça s'est bien passé puisque nous avons fait cela en Turquie. Mais nous savions que nous prenions un risque en partant pour le visa pakistanais pour aller en Inde. Et vous ne l'avez pas eu Et alors? nous n'avons pas eu notre visa pakistanais. Donc nous avons décidé de traverser le Kazakhstan, de revenir par la Russie, de traverser la mer Noire pour revenir en Turquie, pour finir donc la première partie de ce voyage, c'est-à-dire la première année, donc sur l'île de Chypre. Et la deuxième année, nous l'avons à nouveau passé en Turquie, en Grèce, et nous avons terminé donc notre voyage au Maroc en passant par le Portugal. Alors pourquoi l'Inde en destination finale? Déjà, c'était un pays qui vous attirait beaucoup, l'Inde? Mais tous les pays nous attiraient. Oui. L'Inde, c'est parce qu'en 2 ans, on pensait que c'était pour justement avoir le temps de prendre le temps. On s'était dit que l'Inde, c'était la destination la plus lointaine qui nous permettait de pouvoir réussir notre voyage tel qu'on le pensait, c'est-à-dire d'être dans la rencontre avec les gens. Et l'Inde, oui, c'était une envie d'y aller et aussi le bout du chemin pour que ces 2 années soient intéressantes. Et puis c'est une culture tellement différente et enfin opposée, si on peut dire, à nous. Donc on était curieux. Donc finalement, on fait une croix sur l'Inde, mais Oui, vous ne aujourd'hui. regrettez pas Ah non, je cacherai pas que les 15 premiers jours, quand on a Après pris le la refus. décision, moi j'ai eu du mal à digérer. Voilà. Ouais. Je n'arrêtais pas d'y repenser. Et après, on s'est dit, bah, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain voyage, qui Inch'Allah. sait. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu, pendant ces plusieurs milliers de kilomètres, vous avez rencontré pas mal de monde, j'imagine. Ah oui, on a beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vraiment axé notre voyage sur la rencontre. Ça a été vraiment notre moteur. Bien évidemment, on a apprécié tous les paysages, les villes qu'on a rencontrées, tout. Mais vraiment, le moteur, c'était la rencontre. Et pour faciliter ces rencontres, on a fait le choix de bivouaquer toujours près des maisons. Pas isolé dans les campagnes, parce que par sécurité aussi, parce qu'on est quand même visible avec notre camion. Donc les vélos avaient tendance à chercher peut-être pour eux, certains à s'isoler. Nous, près des familles, parce qu'on pour la sécurité. D'accord. Et ce qui fait que ça nous permettait bien évidemment de rencontrer les familles, quoi. Et donc, pas mal d'invitations, pas mal de dialogues. Oui, c'est-à-dire que nous sommes dans des pays dont la culture et dont la règle est l'hospitalité. Donc c'est vrai que c'était très très facile d'être invité. Dans la mesure où on bivouaquait, on faisait donc du camping sauvage pendant ces 2 années.
le fait d'être près des populations, il y avait une curiosité qui s'installait. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous les jours la possibilité de rencontrer donc d'autres personnes venant d'autres pays. Et l'hospitalité aidant, il est vrai que nous avons pu donc être très rapidement invités dans les familles, ce qui nous a permis d'apprendre un petit peu à connaître leur façon de vivre. On a pu aussi voir notamment la cuisson du pain, puisque nous avons... dans tous les pays, c'est vrai que le pain est une base de l'alimentation, et donc nous avons donc vu un petit peu toutes ces fabrications du pain, la manière de vivre de ces personnes, et puis on a aussi apprécié bien entendu les plats traditionnels qu'ils ont pu nous offrir pendant ce voyage. Comment se faisait la première rencontre, le premier lien, le premier mot? Comment on crée un contact avec des gens dont on ne parle pas la même langue? Alors, ça se passe tout simplement. On repère un endroit où on se dit « Oh tiens, on serait bien là, près de cette maison-là. » Dans un petit village. José s'arrête. Bien souvent, il reste au volant, c'est moi, ou des fois c'est José, mais bien souvent... Et moi, je descends du camion et je vais voir. On a vu une personne dans le jardin, où il y a du monde, donc je vais voir. Je pose la question. Alors soit c'est par chance, il parle anglais. Ça facilite. Voilà. Parce que c'était quand même la langue universelle, de base. Après, s'il n'y avait pas l'anglais, c'est pas grave. Avec quelques gestes et quelques mots. Donc c'était le premier contact, c'était de demander est-ce qu'on peut rester là, est-ce qu'on vous gêne pas, c'est possible, pas de problème. C'est rare qu'on a eu des refus, très très rare. Donc c'était plutôt oui, mettez-vous plutôt là, ou mettez-vous voilà, cherchez à bien nous installer. Et puis voilà, c'était ça le premier contact. Puis après, venez prendre un thé. Et puis plus si affinité, enfin quand je dis plus, c'est pas plus si affinité, c'est plus si on y restait. Plusieurs jours, là, à ce moment-là, c'est sûr que... Et vous avez été invité plusieurs jours dans une même famille? Oh là, oui. Ça paraît fou d'un point de vue français, d'accueillir des étrangers plusieurs jours chez soi. J'ai un exemple, par exemple, en Turquie. On s'est installé d'abord à l'extérieur d'une maison et du grand jardin qui était fermé, devant. Et puis, la femme qui habitait là, elle s'appelle Ümmü, en Anatolie centrale. Le lendemain, elle est venue nous voir et puis bien sûr elle nous a invités. Et puis elle nous a dit venez mettre votre camion là, vous serez mieux, vous serez plus tranquille. Donc on est venu dans sa cour et on est resté près de 15 jours chez elle. Elle était seule? Alors c'est une femme qui est divorcée, qui a laissé 3 enfants, 40-45 ans. Et en plus elle élève les 2 enfants de sa sœur qui est décédée. Donc elle a 5 enfants à la maison. Une femme merveilleuse, mais vraiment pleine de générosité, pleine d'énergie parce qu'il en faut. Et on a partagé son quotidien, c'était vraiment formidable. Et vraiment, là, quand j'en parle, là, Petite émotion, c'était un bon souvenir. Oui, c'est vrai que ça paraît très étrange par rapport à notre culture. Mais c'est très naturel. Chez eux, ça pose pas de problème particulier. Ils nous voient à côté de chez eux. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est il faut venir nous voir. Et ils nous montrent aussi qu'ils sont heureux qu'on soit déplacés, qu'on ait pu les rencontrer. Car dans certains pays, ils ont aussi, bien entendu, quelques difficultés à pouvoir se déplacer. Donc, s'ils ne viennent pas vers nous, eh bien nous... puisque nous avons cette chance de pouvoir voyager plus librement, eh bien, ils sont vraiment très, très heureux de pouvoir nous voir et de nous inviter. C'est une fête pour eux. C'est une fête et on les fait voyager aussi. Vous leur racontez un petit peu ce que vous avez vu avant ou comment on vit ici? Et puis ils nous questionnent sur nous, et comment vous voyez notre pays, notamment en Iran. Ça, on l'a rencontré en Iran, par exemple. Ils nous questionnent sur qu'est-ce que vous pensez de notre pays, comment vous nous voyez, parce que ils savent qu'ils ont un... Il y a des stéréotypes, peut-être aussi. Donc, et puis donc, on échange avec eux, et eux aussi se confient. Se confient avec nous. Donc, de belles rencontres, on l'a compris. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise rencontre? Est-ce que des fois, vous avez eu peur? Est-ce que vous êtes tombé sur des gens moins bien attentionnés? C'est vous? Non, on n'a pas... Disons que le fait de toujours bivouaquer, on se sent un petit peu nu. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une certaine appréhension quand le soir arrive. Dans la mesure où on était toujours accompagné ou entouré de familles, en règle générale, ça se passe toujours très très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Mais comme dans tous les pays, il y a de la violence, bien entendu. Nous avons été témoins de violence, mais ce sont des choses qui sont pas très, comment dire,
on ne voit pas ça souvent, quoi. Bon, voilà, le fait de se déplacer automatiquement, on a toute la beauté du monde, mais aussi les travers. Mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas de... On a été témoin de violences, des choses vraiment très très fortes et très traumatisantes, mais en même temps, sur l'ensemble de 2 années de voyage, c'est vrai que c'est pas tous les jours. Alors, vous parliez de la beauté du monde. Il y a des paysages qui vous reviennent en mémoire. Vous nous avez ramené quelques petites photos de votre périple. Beaucoup de photos. Oui, beaucoup de photos. Nous, on en a eu quelques-unes. Vous avez quelques souvenirs marquants de paysages? Oui, beaucoup, mais je parlerai bien, par exemple, de la Turquie, où on a passé finalement, au total, on y est passé à 3 reprises. Par rapport à notre circuit. Et au total, on y a bien passé 4 mois, presque 34 mois. Et j'ai par exemple le souvenir en Turquie d'avoir, par le hasard, on savait qu'on allait arriver dans une région de la culture de la récolte du coton. Et on a vu au loin les champs, on a vu au loin, il y avait du monde. Hop. On a un film, je crois, de la cueillette du coton que vous nous avez ramené. On va peut-être le regarder un petit peu. Et puis, si vous voulez le commenter, nous expliquer, puisque vous nous avez donné quelques petits films. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Eh bien là, je suis venue, j'étais en train de ramasser le coton. Et ça faisait déjà 5-6 jours qu'on était installés à côté des maisons où eux, ils viennent travailler, ce sont des saisonniers. Donc ils viennent travailler, ils se déplacent uniquement pour la récolte du coton. Et je suis venue d'une manière peut-être très informelle, je ne les avais pas avertis. En filmant. En filmant. D'ailleurs, là, le jeune homme, il est en train d'essayer de me faire comprendre est-ce que tu filmes, est-ce que tu prends des photos Et finalement, pas de souci. Avec un sourire, ça passe. Oui. Et puis, voilà, j'ai rencontré, donc là, il est en train de charger le sac de coton dans la... je ne sais pas comment ça s'appelle, dans la réserve, là. Et puis, il y avait une femme, là, qui était avec ses enfants. Parce que, comme toute la famille se déplace pour la période de la récolte, donc c'est les enfants, ils viennent en famille avec les enfants. Donc, les enfants, ils sont là. Ils donnent un petit coup de main. Voilà, et c'était donc, c'est un travail difficile. Oui. Et ce sont des immensités de champs de coton, puisque en atelier central, ils ont donc réalisé un immense barrage. La Turquie travaille beaucoup sur la rétention de l'eau, afin justement de développer les cultures. Il faut savoir qu'en Turquie, par exemple, c'est un des pays au monde où ils sont pratiquement en autonomie alimentaire. Ils n'ont besoin pratiquement de personne pour pouvoir manger. Ils ont tout. Ils font les cacahuètes, ils font les bananes, on avait des cacahuètes, les oranges, et puis tout ce qui concerne le côté maraîcher. Ils fabriquent leurs tracteurs. C'est vraiment un pays très dynamique. On voit les enfants là qui sont en train de s'amuser, faire les moustaches avec le coton. Ils s'amusent en même temps que les parents travaillent. Ils s'amusent, ils essaient de s'occuper comme ils peuvent. Et voilà, donc c'était... là, on a passé... près de 10 jours, on était là près de 10 jours, on était installés après d'une famille là, avec qui on a partagé le matin, ils nous apportaient le petit déjeuner, du fromage blanc. C'était super. Et on avait le temps pour de disponible. Oui, voilà, vous n'étiez pas pressé. Il n'y avait pas d'impératif. Non. On n'avait pas de rendez-vous. On n'avait pas de visa, même si on savait qu'on était limité dans le temps. Mais 3 mois, ça laisse quand même largement le temps de pouvoir vivre dans le pays. Ce qui fait que il n'y avait rien de prévu. Donc on était vraiment disponible à tout ce qui pouvait se passer. Donc là, c'était les ramasseurs de coton. Une autre fois, c'était une balade dans la montagne. Une autre fois, c'était... mariage au Kazakhstan. Un mariage, voilà. Donc, vous avez été invité à un mariage? Oui. On s'est trouvés là. On a bien vu qu'il se passait quelque chose. Il y avait des voitures qui klaxonnaient comme chez nous. Voilà, c'était la fête. Et puis on s'est approché de là où il y avait beaucoup de monde. Et les mariés n'étaient pas encore arrivés. Et on a pu finalement les voir à la fois arriver et faire assister au rituel, tout un cérémonial de la mariée qui a le voile encore qui se découvre progressivement. Et puis donc on a fait quelques photos. Puis après bien sûr, on avait vu la salle qui était installée pour le repas, mais on partait. Et là, ils nous ont dit, il faut que vous restiez avec nous. Alors on a dit, on ne peut pas rester. Il dit, mais vous êtes là, donc comme vous êtes là, vous êtes avec nous, donc vous faites partie de la famille et vous venez au mariage. Donc on a été invités et on a vécu avec eux toute cette cérémonie. Et on a assisté extraordinaire. Parce qu'on a pu voir comment se passait. Comme nous, on a aussi des rituels, des traditions. Pendant le moment du repas et tout ça, les chants
chantaient, aussi dansaient. Enfin, il y avait tout un... Il faudrait du temps pour vous Vous avez gardé des contacts parce que je vois c'est des sublimes rencontres. Oui. On peut pas repartir comme ça. On repart comme ça parce qu'on est obligé. Mais par contre, on a beaucoup d'amis. Oui, on a des amis au Kazakhstan, en Iran, en Ouzbékistan, à Chypre. Il n'y a pas un pays où on n'est pas reparti. Avec une adresse. Pas une adresse, mais des adresses. Des adresses. Parce que c'est vrai que... Des emails, et puis on va leur envoyer des photos. Et puis... peut-être qu'on y retournera, Inch'Allah. Je reviens vers vous, Colette. Oui. En tant que femme, est-ce que dans certains pays, vous avez eu des difficultés ou vous avez ressenti les difficultés des autres femmes? Alors moi, en tant que femme, non, je n'ai pas ressenti de difficulté. Non. Parce qu'en plus, on vient en couple, je n'étais pas femme seule. Enfin, je ne sais pas si en plus d'ailleurs, parce que je n'ai jamais pas eu l'occasion de voyager seule. Mais non, je n'ai jamais ressenti de difficulté. Non, bien au contraire. Puisqu'ils sont contents de nous recevoir, hommes et femmes. Maintenant, les femmes dans les pays dans lesquels on a traversé, voyagé, visité, non, je n'ai pas... Bon, bien sûr, dans certains endroits, je voyais bien une différence de positionnement de la femme, entre l'homme et la femme. Mais je n'étais pas gênée. Puis bon, je commence à me faire avoir l'habitude de moi-même. Même si je vois, par exemple, j'osais discuter avec les hommes. Je sais que les femmes sont pas loin, sont derrière en train de la cuisine. Moi, j'y vais. Ouais, ça me gêne pas, j'y vais. Puis si je sens que je peux pas, j'y vais pas. Mais non. Et en Iran, par exemple, parce que c'est vrai que là, c'est pareil avec nos croyances que l'on vient. On se dit l'Iran, c'est fermé. Finalement, hormis le fait que moi, on est obligé d'avoir le voile, d'avoir les bras couverts. Chose que j'ai faite, j'avais très chaud, c'était en juillet, mais bon voilà, ça s'est fait. Et ça m'est même arrivé de me retrouver dans les familles invitées, donc on rentrait dans la maison. Et la femme me disait, mais Colette, enlève ton voile. Et hop, il y avait plus de... On était à l'intérieur et je sentais que les femmes avec moi, elles étaient... Puis même, toi t'arrivais, elles étaient libres, je veux dire, pas de... Non. Disons qu'à l'intérieur de la maison, c'est une vie, à l'extérieur, c'est une autre vie. Voilà, il y a des règles qui s'appliquent et elles retrouvent une liberté à l'intérieur, chez elles. Bon, si un homme rentre à la maison, bien entendu, elles reprennent donc le rituel de mettre le voile sur la tête. Mais en dehors de cela, bon, puis ne connaissant pas la langue, ne restant pas suffisamment longtemps, on ne peut pas, se faire une idée véritablement de tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Mais ça m'est... vous parlez de positionnement de femme. Alors peut-être que ça vient du fait que c'est à une femme, mais finalement, en Iran, un jeune homme s'est confié à moi. Vous voyez, alors peut-être parce que j'étais une femme, mais c'était finalement pas une femme, c'était un jeune homme. Il avait 25 ans à peu près. On était dans un verger, tu te souviens? Et vous ramassiez les fruits. Et puis moi j'étais avec ma petite caméra, mon micro, je sais plus, je l'ai enregistré. Il s'est confié. Ouais. Et lui aussi, il ressentait par rapport à un environnement une certaine pression, par exemple, pour lui-même sur sa manière de s'habiller. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. On parle des femmes de la contrainte, mais aussi des hommes. Et il se confiait, voilà. Mais alors savoir derrière tout ce qui se passe, là, c'est trop difficile pour nous. Et il s'accrochait pour nous suivre. Pour nous suivre, il faut se confier. Alors, lors de ces voyages, vous avez aussi rencontré des personnes comme vous, d'autres routards. Vous nous en parlez un petit peu? Alors, on a rencontré beaucoup de jeunes, surtout dans les pays d'Asie centrale, puisque c'est la route de la soie. Donc, on a rencontré beaucoup de jeunes en vélo. D'accord. Donc, on a rencontré, par exemple... comment il s'appelle on a Chantal rencontré Patrick et Chantal, qui sont encore sur les routes. Suisses, ils sont partis depuis 3 ans sur les routes. Et en ce moment, ils sont en en Nouvelle-Zélande. En vélo, ils sont en Nouvelle-Zélande actuellement. Et on les a rencontrés en Turquie, puis après en Kazakhstan. On les a retrouvés à 2 reprises. Nos chemins se sont croisés à 2 reprises. On a rencontré des couples français, on a rencontré des Suisses, des Allemands, des Norvégiens, des Nouvelle-Zélande. Dans le désert de Karakoum, là, un vélo Nino. Il faisait chaud, il faisait 45 degrés, et puis d'aller. 52 degrés. Vous n'avez pas croisé notre loulou qu'on avait avant. Non, c'est pas le même trajet. Non. Donc, des animaux
aussi, si je ne m'abuse. Vous avez fait de belles rencontres. Oui. Alors en Turquie, on a donc eu l'occasion de rencontrer le loup. Au Kazakhstan, nous avons eu l'occasion dans une réserve naturelle qui s'appelle Aksu-Zabagli de voir l'ours. Ouais, en vrai, hein. Là, on a un petit peu peur quand même quand on a un ours en face. Il était dans sa petite montagne, mais là on a senti vraiment une présence qui nous observait. Et en se retournant, on a vu, il était là. Et puis nous avons vu une hyène en Iran traverser la route. Sinon la loutre au Portugal, le loup en Turquie. Ouais. Et puis des milliers d'animaux, des milliers d'oiseaux. La Turquie est très 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 riche au niveau de la faune. Oui, ça passe par les grues, les pélicans. On s'est régalé. La faune et la flore on s'est régalé. en Asie centrale, c'est quelque chose. Bon, le temps passe. Est-ce que rapidement vous avez ramené évidemment quelques souvenirs. Alors racontez-nous rapidement quelques petites choses que vous avez amenées. Mais aussi des fois des cadeaux, bien souvent. D'accord. Par exemple, là, j'ai devant moi là un foulard qui est porté au moment des fêtes. Qui vient du Maroc. Vous pouvez le montrer un petit peu plus devant vous, voilà. Qui vient du Maroc. Donc c'est un foulard qui est porté au moment des fêtes. Du côté de José. Voilà. Donc très coloré. Pour les fêtes. Pour les fêtes. Les franges viennent sur le bord là. Elles me l'ont mise d'ailleurs. Oui. Fatima me l'a mis sur moi. D'accord. Là, des petits chaussons. Alors ils sont mignons comme tout, des petits chaussons fabriqués par les femmes. De quel pays? Alors là, c'était, je crois que c'est en Ouzbékistan, au Kazakhstan, je me souviens plus. Il faudrait que je regarde là où j'ai noté, parce que j'ai un petit tableau, j'ai tout noté. Sûr. Et parce que comme les musulmans, ils rentrent de la maison, ils déchaussent, ils enlèvent leurs chaussures. Donc l'hiver, ils apprécient de mettre des chaussons tricotés. Donc tricotés. Ah oui. J'en ai plusieurs paires différentes. Ici, ça, c'est un couvre-chef ouzbek que l'on a trouvé sur le bord de la route. Alors bon, voilà. Il vous attendait. Il était là, on l'a ramassé. Peut-être que le propriétaire le cherche toujours, je ne sais pas. Et puis des poteries très très simples, faites par les habitants d'un village, ou des poteries marocaines donc céramisées et plus travaillé. Et puis un autre... Je vous ai parlé de Ümmü tout à l'heure. C'est Ümmü, la femme turque qui vivait seule avec ses enfants. Elle m'a offert ce foulard. D'accord. C'est un foulard qu'elle portait au quotidien, elle. Et, voilà. Bon, on va devoir en rester là. Merci, en tout cas, on a pu comprendre que ce voyage avait été très enrichissant pour vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Club Culture spécial Globetrotter. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro.